Bonjour, je suis Bernard Lancelot, président de l'association Alpha International. Aujourd'hui, nous allons parler du problème des ovnis. Tout d'abord, pour remettre les choses dans leur contexte, je voudrais vous rappeler ceci. La Terre est une planète faisant partie de notre système solaire. Or, des soleils, c'est-à-dire des étoiles, il y en a 200 milliards dans notre seule galaxie. Mais les galaxies, il n'y en a pas qu'une seule. Il y a 200 milliards de galaxies dans notre univers connu. Je dis bien connu parce qu'on est limité par le pouvoir de résolution de nos télescopes. Pour vous donner une comparaison, il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur toutes les plages et tous les déserts de la Terre. Ça, je vous demande de l'avoir toujours à l'esprit pendant cette conférence. Loin d'être des naïfs et des crédules, de nombreux témoins d'observation d'OVNI sont en réalité des personnes dont la profession les met en rapport avec le ciel. On peut citer par exemple les pilotes, les astronautes, les bergers et les astronomes. 11% des astronomes, par exemple, affirment avoir observé un OVNI, c'est-à-dire bien plus que dans la population générale. Il y a vraiment une profusion de témoignages. Il y a aussi les déclarations des astronautes ayant vu des ovnis. Ces témoignages ont été au départ gardés top secret par la NASA, mais furent finalement dévoilés. Et alors, ils sont si nombreux que Scott Carpenter, qui a participé au programme Mercury, a déclaré « À aucun moment, alors qu'ils étaient dans l'espace, les astronautes n'étaient seuls. Ils étaient surveillés en permanence par les ovnis. » Nous allons prendre plusieurs astronautes et cosmonautes et voir leurs déclarations. Tout d'abord, Gordon Cooper. Le major Gordon Cooper, c'est l'un des premiers astronautes à voler dans la capsule Mercury et il annonça lors de son vol orbital du 15 mai 1963 qu'un objet brillant verdâtre était devant lui et s'approchait à grande vitesse. L'OVNI était réel et solide puisqu'il apparaissait sur le radar de la station de contrôle. À l'atterrissage, les journalistes n'ont pas eu le droit de lui poser des questions sur ce qu'il avait vu. Le major témoigna ensuite devant les Nations Unies, disant que la plupart des astronautes hésitent à parler des ovnis. Et il ajouta ceci. « J'ai eu l'occasion pendant 2 jours, en 1951, d'observer de nombreux vols d'ovnis de différentes tailles, volant en formation de combat, généralement de l'Est à l'Ouest de l'Europe. » Plus tard, il ajoutera qu'il a dû garder le secret pendant des années, mais qu'il peut affirmer que chaque jour, aux USA, les radars repèrent des objets de forme et de composition complètement inconnus. James Lowell. La NASA censure certaines conversations entre les astronautes et la Terre. Les retransmissions sont toujours décalées de 21 secondes, ce qui permet justement la censure. Et pour passer la censure, James Lowell, à bord d'Apollo 8, avait imaginé un stratagème. Il avait dit à ses proches, si je vois quelque chose, je ne pourrais pas vous dire, je viens de voir un ovni, ce serait aussitôt censuré, je vais tricher et je vais dire, j'ai vu Santa Claus. Santa Claus aux États-Unis, c'est le nom pour le Père Noël. Eh bien, dans sa mission Apollo 8, à un moment donné, ça s'est passé en 1968, James Lowell déclare « Maintenant, j'en ai la preuve, sachez qu'il y a bien un Santa Claus. » Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, c'est pas n'importe qui. Il s'agit du 4e homme qui a marché sur la Lune lors de la mission Apollo 14. Et voilà ce qu'il déclare. Quand j'ai été sur la Lune, il y a 26 ans, cela faisait partie de la sagesse populaire, religieuse et philosophique de croire que nous étions le centre biologique de l'univers. Peu de gens instruits et cultivés acceptent encore cette théorie. Je suis convaincu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers. La question est de savoir quel est leur degré de développement, combien de milliers d'années ils ont de plus que nous. D'après ce que je sais aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu
et expérimentées. Je pense que les preuves sont formelles et beaucoup d'entre elles sont classées top secret par le gouvernement. John Glenn. John Glenn est le tout premier astronaute américain. Et voici les propos qu'il a tenus lors d'une émission télévisée de la chaîne NBC en date du 6 mars 2001. En ces jours glorieux, j'étais très mal à l'aise lorsqu'on nous demandait de dire des choses que nous ne voulions pas et d'en démentir d'autres. Certaines personnes nous demandaient « Vous savez, étiez-vous seul là-haut » Nous n'avons jamais répondu la vérité et cependant, nous avons vu des choses là-bas, des choses étranges. Nous savions ce que nous avions vu là-haut, mais nous ne pouvions réellement rien dire. Nos supérieurs avaient vraiment très peur de cela. Ils avaient peur d'un truc du genre de la guerre des mondes et de la panique générale dans les rues. Donc, nous devions rester silencieux. Et maintenant, nous voyons ces choses seulement dans nos cauchemars ou peut-être dans les films, et certains sont très proches de la vérité. Maintenant, passons du camp américain au camp russe. Grigori Grechko. Cette déclaration de John Glenn est à mettre en rapport avec celle du cosmonaute russe Grigori Grechko qui a participé à plusieurs missions Soyouz et qui a déclaré ensuite « Si j'étais libre de dire ce que j'ai vu dans l'espace, le monde en serait stupéfait. » Restons toujours du côté russe. Et le cosmonaute et pilote du Soyouz 5, Yevgeny Khrunov, a déclaré dans la revue Sputnik de décembre 1980 « La présence de civilisations extraterrestres est-elle concevable ? Bien sûr. Tant que l'unicité de la Terre n'est pas démontrée, cette hypothèse doit être considérée comme tout à fait valable. En ce qui concerne les ovnis, leur présence ne peut être niée. Des milliers de gens en ont vu. Il se pourrait qu'ils soient dus à des effets d'optique, mais certaines de leurs caractéristiques, par exemple leur capacité à changer de cap de 90 degrés à grande vitesse, dépassent tout simplement l'imagination. Et maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Voici la transcription d'une liaison radio attribuée à la mission Apollo 14 en 1971 et qui aurait été piratée par des radios amateurs. Alors bien sûr, évidemment, tout cela a été ensuite démenti par la NASA. L'astronaute, qu'est-ce que c'est ? Houston, ne vous inquiétez pas, continuez votre mission. Astronaute, oh les gars, c'est vraiment fantastique, vous ne pouvez pas imaginer. Houston, Roger, nous sommes au courant. Allez de l'autre côté, retournez de l'autre côté. L'astronaute, mon Dieu, qu'est-ce que cela peut bien être ? Il y a une lumière par là maintenant. Houston, brouillez les communications. Et alors Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune, déclara plus tard « Tous les vols Apollo et Gemini ont été suivis, parfois de loin, et d'autres fois de très près, par des engins en forme de soucoupe. À chaque fois, les astronautes en ont averti la Terre, qui leur a ordonné le silence absolu. » Un facteur qui pèse de plus en plus lourd aujourd'hui dans le dossier OVNI, c'est la multiplication des témoignages et des études très secrètes, principalement aux États-Unis. De très nombreux témoignages et documents permettent d'affirmer qu'il y a réellement de telles études secrètes sur les ovnis aux États-Unis et dans quelques autres pays. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une loi qui fait qu'au bout de 25 ans, les documents sont déclassifiés. Alors, on a donc accès à pas mal de dossiers maintenant. Alors là, vous allez dire peut-être, mais c'est super, on peut ainsi avoir accès à toutes ces informations qui sont contenues dans ces documents. Eh bien, hélas, non. Ces documents déclassifiés sont ensuite censurés à coups de marqueurs noirs. Par conséquent, la déclassification d'une partie de ces documents prouve que les gouvernements s'intéressent de très près à l'étude des ovnis. Et d'autre part,
Le fait que ces documents soient censurés au marqueur noir prouve aussi qu'il y a des informations importantes concernant les ovnis qui doivent rester sous silence. Ces documents prouvent également que les militaires et les services secrets tiennent en réalité un double langage. En bref, ils savent qu'il y a des véhicules, pilotés ou non d'origine non humaine dans notre environnement, dont un petit nombre ont été accidentés et récupérés secrètement. Mais pour le grand public, il n'en est rien. Pour le grand public, le phénomène OVNI n'existe pas. Dans son livre « OVNI, le secret des secrets », le Français Fabrice Bonvin dénonce l'attitude des services de renseignement. Voilà ce qu'il écrit. Il apparaît que les services de renseignement, et en particulier la CIA, lancent sporadiquement des opérations d'intoxication psychologique destinées aux chercheurs et groupements ufologiques. Il suffit qu'un enquêteur touche un point sensible du dossier, fasse des découvertes embarrassantes pour qu'une opération soit lancée. Il s'agit en général de noyer les informations gênantes dans un océan d'absurdités, de demi-vérités et d'allégations mensongères afin qu'il devienne impossible de démêler le vrai du faux. Cela peut expliquer en fait que certains services de renseignement classifient les rapports concernant les ovnis à un niveau encore au-dessus que top secret. Fabrice Bonvin, toujours dans son livre « OVNI, le secret des secrets », nous révèle ceci. Il existe 3 niveaux de classification. Confidentiel, secret et top secret, qui sont fonction du degré de dommage causé à la sécurité nationale en cas de divulgation, à savoir que la révélation non autorisée d'informations confidentielles provoquerait potentiellement des dommages, tandis que la divulgation d'informations secrètes susciterait de graves dommages, et celle d'informations top secret des dommages exceptionnellement graves. En 1997, les statistiques indiquent que 71% des informations furent classifiées secrets, 20% confidentielles et 9% top secret. Nous savons désormais que le sujet des ovnis est classé au-dessus de top secret. Nous savons désormais que le sujet des ovnis est classé au-dessus de top secret. L'état-major a détruit ses comptes rendus. Le département de la Défense a perdu ses archives au sujet des activités de la base de Roswell pour la période de l'été 1947. La CIA et la NSA refusent de rendre publique quantité d'informations sur les ovnis. Qu'en déduire que la divulgation du dossier OVNI n'aurait pas des répercussions exceptionnellement graves sur la sécurité nationale, mais infligerait des dommages d'une gravité inouïe à la sécurité nationale et susceptible d'entraîner dans sa chute les plus grandes institutions politiques, militaires et sociales des États-Unis et peut-être du monde entier. Ce passage est très révélateur. Alors, il peut être très intéressant aussi de voir les différentes commissions qui ont été montées aux États-Unis pour désinformer l'opinion publique. Aux États-Unis, il y a eu au départ le projet SIGN de 1947 à 1948 qui avait pour but de recueillir des informations sur les ovnis, mais, c'était la consigne, les conclusions devaient être conformes au postulat du départ selon lequel les ovnis ne peuvent pas exister. Il fut suivi par le projet Grudge, qui veut dire rancœur, de 1949 à 1952. Et ce nouveau projet avait pour but la désinformation du public en niant systématiquement l'existence des ovnis. Et il devait se dérouler en 2 phases. D'abord, trouver une explication banale ou psychologique plus ou moins valable à chaque cas d'observation, et ensuite porter cette solution à la connaissance du public. Il fut suivi par le projet Blue Book en 1952 avec comme directeur scientifique Hynek. Ces conclusions, comme quoi les ovnis n'existaient pas, étaient écrites avant même le début de l'enquête. Il s'agissait chaque fois d'expliquer les observations soit par des planètes, des météorites, des nuages, des avions ou des ballons-sondes qui auraient été
mal interprété par les témoins. Alors le cas d'Hynek est un cas intéressant. Au départ, Hynek était conseiller scientifique de ces projets, mais très rapidement, il s'est trouvé mal à l'aise. Et il a créé ensuite sa propre commission d'enquête, le CUFOS. Et là, en étant libre des pressions du gouvernement, puisque c'était une commission privée, il a conclu que le phénomène OVNI existait bel et bien. Et dans une interview donnée en 1985, quand on lui demanda ce qui lui avait fait changer d'opinion, eh bien, il répondit ceci. Deux choses en fait. La première était l'attitude complètement fermée de l'Air Force. Il ne donnait pas aux ovnis une chance d'exister, même s'ils volaient au-dessus d'une rue en plein jour. Tout doit avoir une explication. Je commençais à m'énerver, même si à l'origine je ressentais la même chose qu'eux. Je savais maintenant qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. Vous ne pouvez supposer qu'une chose n'existe pas si vous n'avez pas la preuve. Deuxièmement, la qualité des témoins a commencé à me troubler. Quelques cas ont par exemple été rapportés par des pilotes militaires et je savais qu'ils avaient été bien entraînés. C'est donc là que pour la première fois, j'ai pensé que peut-être il y avait quelque chose derrière tout cela. Et maintenant, venons-en à l'affaire Roswell. Parmi les faits cachés au public ou ayant fait l'objet d'une campagne de désinformation, il faut citer le crash d'un disque volant à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. L'armée américaine a pu récupérer les débris de l'engin ainsi que 4 corps de petits humanoïdes. Bien sûr, la version officielle des autorités a prétendu qu'il s'agissait de débris d'un ballon-sonde. Alors, ce serait facile de vérifier au demeurant. Il suffit de consulter les archives. Or, il y a eu disparition des archives de la base militaire de Roswell ainsi que celle de la police stationnée à Roswell au moment des faits. Étonnant comme coïncidence. Il y a eu aussi une campagne, un peu plus tard, de désinformation amplifiante. Alors c'est quoi la désinformation amplifiante? Eh bien, ça part du principe que la meilleure façon de cacher la vérité, c'est de l'entourer d'un tissu de mensonges. Il y a aussi la technique du canular démasqué. Vous savez, pour démolir efficacement un canular, le plus simple, eh bien, c'est de le fabriquer soi-même. Et ça pourrait être le cas du film de l'autopsie d'un extraterrestre de Roswell. Vous vous souvenez, en 1995, en France, c'était l'animateur Jacques Pradel qui présentait cette émission. Et le film fonctionne en fait comme une grenade défensive face à la publication d'un rapport sur l'affaire Roswell en 1995 et qui est passé inaperçu. Il est pourtant accablant avec dans ce rapport la révélation qu'il y a eu des destructions illégales d'archives. Ce rapport ne cautionne pas non plus l'explication officielle du ballon-sonde pour expliquer les objets retrouvés sur place. Et le rapport précise même, le débat sur ce qui est réellement tombé à Roswell doit continuer. Mais bien sûr, il était difficile en 1995 d'évoquer Roswell après le canular du film. Pour terminer, je voudrais vous parler de Jacques Vallée. Jacques Vallée, dans un livre paru en 1975 qui s'appelle « Le Collège invisible », pour la première fois avance l'idée que nous serions manipulés par une mystérieuse force de contrôle occulte provenant d'une autre dimension. Ses buts seraient obscurs et elle cacherait sa vraie nature. Elle s'emploierait, en mettant en scène des ovnis et des humanoïdes, à nous faire croire aux extraterrestres. Jacques Vallée a ensuite mis l'accent sur l'idée de manipulation dans un livre particulièrement obscur et ambigu, publié en français en 1983 sous le titre « La Grande Manipulation ». Dans ce livre, à la fois étonnant mais aussi très intéressant, un thème nouveau vient de s'ajouter, celui de la manipulation par des groupes humains, les manipulateurs,
qui aurait pour but de créer de nouvelles religions et de contrôler les pouvoirs politiques. Il y a un autre chercheur, Jean Sider, qui a fini aussi par rejoindre les idées de Vallée. Il a étudié notamment l'étrange affaire des observations de bateaux volants à la fin du XIXe siècle et il s'est rangé peu à peu à une vision analogue à celle de Jacques Vallée, écartant à son tour l'hypothèse extraterrestre. Il avait compris que le phénomène ovni s'adapte toujours au système de croyance de son époque.